vais aujourd'hui laisser la parole à la fois à Maître Jacques Trémollet de Villers et puis à Catherine qui l'a interviewé à l'issue d'une conférence consacrée au procès de Jeanne d'Arc. Jacques Trémollet de Villers vient de publier aux éditions des Belles Lettres Jeanne d'Arc, le procès de Rouen, un ouvrage tout à fait passionnant dans lequel il a repris le texte du procès, des questions, des réponses qui ont été données par Jeanne d'Arc. Il accompagne ce travail d'une réflexion d'ensemble sur le procès, d'une réflexion sur la personnalité également de Jeanne d'Arc, une réflexion tout à fait originale, tout à fait intéressante. Hein. Jeanne d'Arc dont on sait la place qu'elle tient dans l'imaginaire national français depuis donc le XVe siècle, depuis un demi-millénaire en fait. Hein. Jeanne d'Arc qui a constitué l'un des éléments qui ont contribué à la genèse en ce XVe siècle d'un premier sentiment national français. Hein. Sur le plan historique, et si l'on s'écarte du récit traditionnel de l'histoire de France, c'est à ce moment-là que commence à émerger ce sentiment national. Une de nos grandes historiennes du Moyen-Âge, Colette Beaune, l'a montré dans un ouvrage qui a fait date il y a déjà un certain temps. Hein, elle a rassemblé ou réuni toutes les légendes, les mythes, les traditions, les représentations qui s'imposent à l'époque. Bien sûr, le personnage de Jeanne d'Arc tient une place éminente dans tout cela, mais pas seulement. Il y a aussi le culte de certains saints. Je pense à Saint-Michel, par exemple. Le mont Saint-Michel a résisté aux Anglais pendant très longtemps à l'époque, et il prend une place tout à fait particulière dans cet imaginaire national qui s'est conforté, qui s'est fortifié, bien sûr, dans la lutte contre l'envahisseur, hein, qui ne concerne pas toute la France encore telle que nous la connaissons aujourd'hui. Il y a des régions périphériques, je pense à la Bretagne par exemple, qui ne sont pas encore entraînées dans cette évolution-là, mais on peut penser que c'est à ce moment que, autour de la monarchie capétienne, qui sanctifiée, n'est-ce pas, par le sacre de Reims, et on sait l'importance que va revêtir cet épisode dans le cas de Charles VII, amené à Reims par Jeanne d'Arc, eh bien, c'est à ce moment-là que la France va commencer à prendre conscience d'elle-même, d'une certaine manière. Hein. La fin de la guerre de 100 ans, avec les victoires remportées à Formigny ou à Castillon contre l'anglais, constitue une étape essentielle dans ce domaine. Hein. On a souvent évoqué la naissance d'un sentiment national à l'époque de Bouvines, au début du XIIIe siècle, quand la noblesse et les milices communales ensemble vont vaincre le comte de Flandre et l'empereur germanique, mais il est plutôt admis aujourd'hui que c'est au sortir du Moyen-Âge que se cristallise quand même pour de bon un véritable sentiment national. Oui, alors ce livre est extraordinaire. Merci Philippe de l'avoir présenté. Moi j'ai eu la chance donc d'assister à la conférence de Maître Trémollet de Villers. C'est dans le cadre des conférences de Politique Magazine et c'est un très bon journal et un très bon cycle de conférences. Je vous engage vraiment à y assister si vous le pouvez, sinon vous en aurez... Politique Magazine, c'est notre ami Hilaire de Crémier que nous avons déjà reçu à cette émission. Bien sûr, et qui est un habitué de la télévision. Alors, Maître Trémollet de Villers, vous savez, c'est un grand avocat. Il connaissait, bien sûr, le texte du procès de Jeanne d'Arc depuis, dit-il, 40 ans, quelque chose comme ça, mais il a eu la finesse de le relire avec le regard d'un avocat. Et c'est absolument passionnant. C'est un avocat d'assises qui lit donc ces minutes du procès et qui se dit, ben voyons, si j'avais à la défendre, puisqu'elle, évidemment, elle risquait sa tête, c'est bien ce qui s'est passé, hélas. Qu'est-ce qui est frappant dans ce procès? Et ça, c'est tout à fait intéressant comme approche. Alors, bien sûr, il a rappelé le très beau livre de Brasillac en 1932.
tout ce qui avait été écrit sur le procès de Jeanne d'Arc, mais c'est surtout cette personnalité, la fraîcheur des réponses de Jeanne qui d'un bout à l'autre semble mener le procès. Et Maître Trévollet de Villers dit c'est du jamais vu. Un accusé d'assises, c'est pas lui qui mène, qui va dire ah non non là je vous réponds pas, je vous répondrai dans 8 jours, hein, ou peut-être même dans 3 semaines. Et donc c'est elle qui donne le rythme de ce procès. Procès d'ailleurs jamais vu parce que c'est la première fois qu'on fait un procès à un vaincu. D'habitude, soit on le fait prisonnier et on essaye d'avoir une rançon, c'est ce qui se passera pour Charles d'Orléans par exemple, soit on le tue, mais lui faire un procès, ça n'a pas de sens. Je crois que ces accusateurs voulaient surtout pouvoir l'accuser d'hérésie afin de pouvoir justement avoir une raison bien pour sûr. se débarrasser d'elle. Et les accusateurs, eh bien, c'est ce qu'on découvre si on ne le sait pas, c'est l'université de Paris. Hein. C'est ça le grand ennemi. À l'époque, c'est le grand schisme, donc les papes se multiplient. Voilà. Les papes ne sont pas dans le coup. C'est vraiment l'université de Paris qui veut abattre Jeanne. Qui est attachée au camp anglo-bourguignon. Et oui, donc après le désastreux traité de Troyes. Et vous découvrirez dans ce livre et dans la conférence, si vous écoutez, des anecdotes absolument passionnantes, touchantes, émouvantes. Et puis Jeanne d'Arc, eh bien, c'est vraiment, on peut dire peut-être un modèle pour la France, même d'aujourd'hui. Un modèle de résistance et bravo Jeanne d'Arc, bravo Maître Trévollet de Villers, et je vous engage vraiment à redécouvrir ce procès. C'est un grand livre qui vient heureusement compléter les ouvrages bien connus de Régine Pernoud ou l'ouvrage de Colette Beaune également consacré à Jeanne d'Arc. Donc écoutez Maître Trévollet de Villers. Maître Trévollet de Villers, bravo d'abord pour cette magnifique conférence qui nous a fait découvrir une Jeanne extrêmement touchante et poignante. Et la première question que j'ai envie de vous poser, c'est, vous êtes un avocat évidemment fort connu et vous avez redécouvert les minutes du procès de Jeanne comme un avocat d'assises pourrait le faire, c'est-à-dire avec un regard neuf et un regard de défenseur et un regard, si je puis dire, technique. Racontez-nous cette nouvelle approche de ce texte que vous connaissiez depuis des dizaines d'années. Et oui, vous avez raison, et c'est avec ce regard-là que j'ai trouvé des choses que je n'avais pas vues avant, parce que je les avais lues comme on lit un livre d'histoire. Et donc là, c'est le regard professionnel, en fait, qui se demande ce que veulent les juges. Est-ce que Jeanne a un système de défense? Et ce qui m'a frappé, c'est l'habileté, au sens noble du terme, et la vivacité et la performance étonnante sur le plan physique de cette jeune fille, performance physique et intellectuelle de cette jeune fille face à ses juges. J'ai appris grâce à vous, maître, que son pire ennemi, finalement, c'était l'université de Paris. Que c'était bien plus que les juges ecclésiastiques, c'était l'université. Alors un mot sur ce paradoxe. Oui, c'est l'université de Paris, parce que l'université de Paris, à l'époque, c'est la grande puissance culturelle et spirituelle qui domine la chrétienté, qui est d'un orgueil sans limite, et qui a fait le traité de Troyes, qui a fait le royaume de France d'Angleterre et la liquidation du royaume de France, en fait. Et donc Jeanne en 18 mois, a mis par terre toute leur construction et ébranlé leur pouvoir. Et donc, ils ne peuvent pas la sentir, quoi. D'autant qu'en plus, c'est une jeune fille qui ne sait ni A ni B, qui se moque d'eux, en plus, bon, et qui a très bien compris, parce qu'à un moment, elle s'écrit tous les juges de Rouen, et tout le clergé de Rouen et de Paris ne saurait me condamner sans droit. Elle sait très bien qui mène le jeu. Donc pour elle, elle sait très bien qui est l'ennemi. Et elle sait très bien aussi qu'elle ne devrait pas être jugée. Comme vous l'avez rappelé très, très justement, c'était contre toutes les lois en cours de juger un vaincu. Éventuellement, on l'exécutait, en général assez vite, ou alors on le laissait dans sa prison en attendant une demande de rançon. Or là, un procès, c'est la première fois, c'est presque un procès politique. C'est un procès politique, c'est le premier procès soviétique, si vous voulez.
premier procès totalitaire. Et en fait, parce qu'ils ont l'idée qu'il faut la salir. Parce que si on la salit, on salit son roi, qui a cru en elle. Et donc, on déconsidère Charles VII aux yeux de toute la chrétienté, c'est-à-dire de l'opinion mondiale du temps. Et l'Université de Paris dit qu'elle a infesté la chrétienté parce qu'elle était devenue la vedette mondiale, la plus populaire. Il faut voir les textes du temps, les ambassadeurs italiens, espagnols, allemands écrivent à tous leurs souverains, à leurs princes. Il se passe un truc étonnant en France. Donc Jeanne est follement populaire. Et alors c'est tout à fait fascinant de penser à cette jeune fille ignare, comme vous l'avez dit, hein, et si jeune, face à 45 juges qui sont des hommes mûrs, même vieux pour l'époque, et qui semblent extrêmement désarmés face à cette petite jeune fille presque candide, quoique elle soit très intelligente. Comment vous représentez-vous cette scène? On a envie de dire ces vieux barbons de l'église avec leurs costumes impressionnants et elle toute seule en face, sans avocat. Mais c'est tout à fait ça, c'est le dialogue comme a très bien dit Anouilh, de l'alouette avec les oiseaux de proie, quoi. Et en fait, elle leur échappe et elle les réduit aussi parfois au silence, puisque même les greffiers notent à un moment en silence dans tout le tribunal. Quand les juges lui disent « Jeanne est toujours en état de grâce, si j'y suis, Dieu m'y garde, si je n'y suis, Dieu m'y mette ». Et là, ils disent « Il y a eu un grand silence ». Et puis souvent, les greffiers ont noté « Responsia superbe ». Mais avec le côté « Respons orgueilleuse » aussi. Ou parfois responsia mortifère, hein, parce qu'elle se moquait carrément d'eux. Et elle a en même temps un très grand humour, un don de répartie extrêmement vif. Oui, et cet humour, depuis le XVe siècle, nous fascine, nous émeut, nous bouleverse. C'est assez étonnant. En fait, les juges essayent de la coincer par le biais de la théologie. Comme vous le disiez si bien, tous ces gens qui sont des théologiens éminents se disent on va bien arriver à la coincer sur une question sur l'Église. Et effectivement, elle arrive toujours à éviter d'être coincée par des réponses subtiles, intelligentes. On sent qu'elle voit venir les coups. Quand on l'interroge sur sa haine éventuelle de l'anglais, est-ce qu'il faut tuer les Anglais? Quelle est sa réponse? Alors, elle n'a pas de haine. Elle n'a pas de haine. Elle dit les Anglais, j'aime les Anglais chez eux, comme Dieu aime les Anglais chez eux. Bon, donc, et en fait, elle est sans haine, mais en même temps, elle leur dit rentrez chez vous. Et ce qui est frappant dans toute sa vie politique, sa vie militaire, c'est qu'elle écrit toujours à ses ennemis avant de livrer à Orléans. Elle leur écrit 2 fois, 3 fois, en disant mais je vous en supplie, partez, parce que sinon je vais être obligé de vous chasser. Et là, ça va mal se passer. Et c'est ce qui se passe, parce qu'il la ridiculise, enfin, ils ne veulent pas la croire. Et donc, alors après, ils ont la terreur d'elle. Après, ils ont vraiment la terreur d'elle. C'est pour ça que quand ils la tiennent, ils veulent vraiment la voir morte, quoi. On demande au bourreau, juste après qu'elle soit morte étouffée, elle n'est pas encore brûlée, qu'on éteigne le feu, que tout le monde la voit morte. Après, on rallume le feu, parce que sinon, ils avaient peur qu'elle s'évade, qu'elle comme une colombe, qu'elle disparaisse. Enfin, et pour eux, c'était un personnage surnaturel, ce qui est d'ailleurs pas complètement faux. Ce qui est très vrai, finalement, car évidemment, vous l'avez rappelé, les voix lui parlent depuis ses 13 ans, et elle l'annonce avec une telle simplicité, une simplicité de bonne aloi, voilà, c'est comme ça, voilà, elle n'a rien demandé et c'est comme ça. C'est vrai, c'est comme ça, et elle est d'un naturel étonnant dans le surnaturel, et quand on dit que la sainteté, c'est de rester naturel en devenant parfait, Jeanne, c'est tout ça. Elle garde tout son tempérament, son rire, sa vivacité, parfois ses emportements, son impatience. Elle est souvent courroucée, elle est courroucée contre ses voix. Parce que ça dure trop longtemps, parce que ce délai de 7 ans pour que la France soit libérée, c'est trop long. Elle est très, très naturelle et très humaine. Et en même temps, évidemment, c'est un des personnages les plus stupéfiants de Surnaturel. Hein.
C'est sûr. Alors, il y a une scène qui m'a beaucoup frappée dans votre conférence, maître. C'est la scène où, en fin de banquet, donc on peut imaginer une ambiance un petit peu détendue, le moment où on dit des choses légères. Le roi lui dit demandez-moi ce que vous voulez, et elle dit donnez-moi votre royaume. Oui, ça c'est un texte qui a été retrouvé il n'y a pas tellement longtemps. Et puis alors moi je l'ai un petit peu mis en scène là, parce qu'en fait, je sais, c'était à Saint-Benoît-sur-Loire. Bon, j'imagine que c'était à cette heure-là, quoi. Bon, mais c'est vrai que la scène a vraiment existé, et c'est vrai que c'était le moment où Charles VII disait qu'est-ce que je peux faire pour vous remercier. Donc donnez-moi votre royaume. Et puis elle fait noter. Il ne peut pas se retirer, c'est comme devant tout le monde, donc il dit Jeanne, je vous donne mon royaume, et elle dit voilà, le plus pauvre chevalier de toute la chrétienté, il n'a plus rien. Et puis elle donne le royaume à Jésus-Christ, et Jésus-Christ rend le royaume à Jeanne, à Charles, par l'intermédiaire de Jeanne. Elle est vraiment la médiatrice entre le ciel et le roi. Et donc en fait elle fait une leçon comme toujours, mais elle la fait en souriant. Tu tiens ton royaume de Dieu, et il faut que ça soit concrétisé à Reims par le sacre. Oui, ce sacre qui est tellement important pour elle, et on pourrait penser que de façon militairement elle fait une erreur en ne chassant pas l'anglais directement vers la Manche, mais en fait non, le sacre est plus important pour elle que la victoire militaire. C'est-à-dire qu'en fait, ça je ne l'ai pas dit, mais parce qu'on ne pourrait pas tout dire, mais c'est une tête politique en même temps qu'une tête militaire, Jeanne. C'est une tête politique, et elle sait qu'il faut d'abord établir l'autorité politique. Donc l'autorité politique à l'époque, c'est le roi sacré. Donc il faut que Charles VII ait tous les attributs de la légitimité et de l'autorité. C'est plus important que l'exploitation de la victoire militaire. Et son rôle militaire est secondaire par rapport à son rôle politique. Et c'est là où elle est très, très forte. Alors elle est inspirée, parce que c'est ses voix qui la guident, mais en même temps, et là Maurras le dit très bien dans son analyse de Jeanne, il dit en même temps, quand vous la regardez même en rationaliste, vous dites c'est extrêmement intelligent. C'est une tête politique, c'est un chef politique. En fait, c'est un chef de guerre, c'est un chef politique, et c'est un modèle de la vie judiciaire. Elle a les 3 attributs de l'État. Oui, c'est vrai. Alors, vous pensez qu'elle a quelque chose à nous dire, à nous, pauvre royaume de France, dans l'état dans lequel est la France actuellement, et quel est le message de Jeanne? Ce qu'elle a à nous dire d'abord, c'est que je pense que le royaume de France aujourd'hui ne va pas bien, mais je pense que la grande pitié qui était à son temps, après 100 ans de guerre civile, parce que c'était en fait 100 ans de guerre civile en même temps que de guerre étrangère, ça devait être épouvantable. Et quand Saint-Michel lui dit, il me racontait l'ange, la grande pitié qui est au royaume de France, ça devait être épouvantable. Et personne ne pensait qu'on pouvait s'en sortir. Quand Christine de Pisan, dans son poème sur Jeanne d'Arc, dit « L'an 1429 se reprit à luire le soleil », c'est qu'on était vraiment dans les ténèbres. Et qu'on se disait, l'ambassadeur vénitien écrivait « Bientôt, le roi Charles pourra aller quérir son pain à l'hôpital ». Donc c'est fini. On dit à ce moment-là, c'est fini, plus personne n'y croit. Elle arrive, et en 15 mois, elle change la face des choses. Donc, il faut vraiment, la France, personne peut. Le ciel ne l'a pas abandonnée, donc il ne l'abandonnera pas. Vous êtes optimiste grâce à Jeanne? Je suis plein d'espérance. Plein d'espérance, oui. Jeanne est un maître d'espérance. Alors, ce livre que, évidemment, nous recommandons à nos téléspectateurs, vous l'avez voulu très didactique pour éviter aux lecteurs, aux futurs lecteurs, de passer à côté de choses qu'ils pourraient survoler en se disant je connais. Donc, vous mettez des coups de projecteur sur certaines phrases pour bien expliquer. Oui, en fait, c'est pas didactique. En fait, j'ai fait comme une chronique judiciaire, comme si j'étais chroniqueur judiciaire du procès. Et donc j'explique au lecteur ce qui se passe, mais le plus rapidement possible. Et puis c'est vrai qu'en l'étudiant, j'ai remarqué certains passages de Jeanne qui sont particulièrement beaux et profonds, et que je les ai un peu comme un diamant qu'on enchâsse. Je les ai fait ressortir pour que le lecteur les voie. Puisque moi j'étais passé tellement souvent devant sans les voir, que là j'ai voulu communiquer avec la beauté et l'admiration que j'ai pour ces passages.
Vous savez, le mot de Brasillac, le plus pur chef-d'œuvre de la langue française, n'a pas été écrit par un homme de lettres. Il est né de la collaboration abominable et douloureuse d'une jeune fille visitée par les anges et de quelques prêtres muets pour l'occasion en tortionnaires. C'est tout à fait ça, c'est le plus pur chef-d'œuvre de la langue française. Et peut-être un nouvel évangile pour la France. Exactement. Peggy disait c'est l'évangile selon Pilate, mais c'est un évangile pour la France. C'est une année bissextile. Mais je voudrais vous raconter l'histoire du temps. Comment est-ce qu'on a mesuré le temps depuis la plus haute antiquité? Alors on va commencer, non pas à la plus haute antiquité, mais à l'époque républicaine romaine. Et le calendrier s'appelle le calendrier républicain. Alors à l'époque, c'était fixé par les pontifex, hein, les religieux. On commence l'année aux ides de mars, c'est-à-dire à peu près le 15 mars, et on a une année de 12 mois, de 355 jours, mais avec un mois intercalaire qui vient une année sur deux. Et ce mois intercalaire s'appelle le Mercedonius. Mercedonius, c'est une année qui n'est même pas régulière. Enfin, c'est un mois qu'on intercale au moment de février, mais qui n'est même pas régulier. Donc on a une année de 355 jours, une année qu'on appelle intercalaire longue avec un mois, une année qui dure 378 jours, de nouveau une année à 355 jours et après une année intercalaire courte à 377. Vous imaginez comme c'est pratique. Donc on arrive en tout à une année de 366 jours, un quart, et on se décale par rapport à l'année tropique, l'année du soleil. Donc ces années-là, vers la fin, ça devient n'importe quoi et plus personne ne sait quelle est la date. Plus personne, on appelle ça les années de confusion. Et il va falloir attendre Jules César en l'année 46 avant Jésus-Christ pour remettre de l'ordre. Et Jules César, il est César Pontifex Maximus, donc c'est à ce titre-là qu'il intervient, et il va décider que l'année 46 avant Jésus-Christ sera une année très longue qui va durer 445 jours pour rattraper tout ce décalage avec l'année solaire. Donc après, l'année durera 365 jours, ce que l'on connaît aujourd'hui, et une année bissextile tous les 4 ans, eh bien c'est Jules César, l'inventeur de nos années bissextiles. Il va aussi fixer le début de l'année au 1er janvier, et non pas au 15 mars, mais du coup on va avoir un décalage dans le nom des mois. Par exemple, septembre n'est plus le 7e mois de l'année, mais c'est pas grave, il va continuer à s'appeler septembre, octobre, novembre, décembre. Ça n'a plus rien à voir évidemment avec le calendrier républicain où les mois avaient un rapport avec leur place dans l'année. Ça va de nouveau tourner mal parce que les religieux qui s'en occupent vont tellement avoir peur de rater l'année bissextile qu'ils vont la faire tous les 3 ans, voire même tous les 2 ans. Donc, quand Auguste arrive au pouvoir, c'est de nouveau la confusion et il faut de nouveau reprendre les choses. Donc, il doit sauter plusieurs années bissextiles, il remet ça d'équerre et puis dans la foulée, il change le nom de Quintilis, qui était notre mois de juillet, pour juillet, pour rendre hommage évidemment à Jules César. Ça va continuer comme ça pendant plusieurs siècles, avec quand même un problème pour la dérive de Pâques, la dérive de la date de Pâques qui a tendance à se rapprocher de l'été, ce qui n'est pas bien pour le calendrier liturgique. Donc on va fixer Pâques, c'est assez compliqué, le premier dimanche après la première pleine lune, après le 21 mars. Voilà, et on marche toujours comme ça pour Pâques. Il va falloir attendre 1582 et le pape Grégoire XIII pour voir une nouvelle refonte du calendrier, et ça sera le calendrier grégorien sur lequel nous vivons encore aujourd'hui. Alors, le pape, qu'est-ce qu'il va décider? Il va décider que l'année, évidemment, commence toujours le 1er janvier, ça on n'y touche pas, mais qu'on part de l'anno Domini, l'année du Seigneur, donc on part de la naissance du Christ. Et ça change beaucoup de choses. Le calendrier est solaire, mais les mois sont donc 12 mois, mais inégaux.
on a 365 jours, 5 heures, 48 minutes et 45 secondes. Donc ça a tendance à dériver. Il garde les années bissextiles, mais ça tombe toujours pas juste. Et il va falloir décider que les années bissextiles, mais qui tombent une année séculaire, eh bien, elle ne sera pas bissextile. Par exemple, parce qu'il faut qu'elle soit divisible par 400. C'est compliqué, hein, tout ça. Donc, par exemple, 2000 et 2400 des années bissextiles, mais 2100, non, c'est pas divisible par 400, donc c'est pas une année bissextile. Qu'est-ce qu'il va faire aussi le pape Grégoire XIII? Eh bien, on a tellement dérivé de nouveau qu'il est obligé de supprimer 10 jours en 1582. Donc, du 4 octobre au 15 octobre 1582, eh bien, il n'y a qu'une nuit. Pas de chance, c'est pendant cette période que Sainte Thérèse d'Avila meurt. Et ben voilà, on ne sait pas trop quand elle est morte parce que il n'y avait pas. Voici des jours qui ont été supprimés. Montaigne va s'en plaindre en disant mais moi je m'y retrouve plus du tout, je préférais le calendrier d'avant. C'est vrai que tout ça est quand même fort complexe. Et puis ça tombe jamais juste. Par exemple, notre calendrier grégorien, eh bien il y a 4 semaines, 33 par mois. Donc, une dérive de nouveau. Et on dérive, on a un décalage de 3 jours par 10 000 ans. Eh bien, figurez-vous que les Gaulois, le calendrier gaulois, qui était un mélange subtil entre le calendrier solaire et le calendrier lunaire, eh bien, ils faisaient mieux que nous, les Gaulois, parce qu'ils n'avaient une dérive que de 2 jours tous les 10 000 ans. Bon, pas de panique, c'est pas terrible, et même les ordinateurs arrivent à gérer ça, mais quand même. Alors, comment ça a été accepté, ce calendrier grégorien? Les pays catholiques, très bien, c'était le pape qui avait décidé, mais les pays qui n'étaient pas catholiques, eh bien, ils ont fait de la résistance et ils se sont réalignés sur ce calendrier petit à petit. On a même dit que les Anglais préféraient être en désaccord avec le soleil plutôt qu'en accord avec le pape. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme calendrier? Il y a un calendrier totalement lunaire qui est le calendrier musulman, le calendrier hégérien. Alors pour les musulmans, nous sommes en 1436, il faut dire qu'ils ont commencé plus tard, hein, au 7e siècle, et puis eux, ils sont totalement lunaires. Donc alors là, c'est 28 jours, c'est encore autre chose. Sinon, il y avait le calendrier nilotique en Égypte. Bon, alors là, il était même plus question de mois, il y avait 3 saisons. Il y avait la crue, la décrue et les récoltes. Et ils s'en sortaient à peu près comme ça. Tout ça, bien sûr, aujourd'hui est dépassé. En 1967, il y a eu la 13e conférence des poids et mesures, où on s'est rendu compte que maintenant, on exigeait tellement plus de précision que la seconde ne pouvait plus être une fraction de l'année tropique, de l'année solaire. C'était plus assez précis. Donc, la seconde, maintenant, est déterminée par rapport à l'atome de césium 133. Ne me demandez pas comment ni pourquoi, je ne sais pas. Mais enfin, c'est très, très, très scientifique. Et nos smartphones sont maintenant totalement précis au millionième de seconde, ce qui est quand même extraordinaire. Alors, j'ai oublié de vous parler entre-temps du bref intermède du calendrier républicain. Les républicains du passé, faisant table rase, ont voulu tout reprendre à zéro. Et au lieu d'avoir une semaine de 7 jours, ça a été des décades de 10 jours. Tous les mois étaient égaux. Bon, ça n'a pas duré très longtemps, c'était pas très jouable non plus. En tout cas, cette année bissextile que nous devons à Jules César, eh bien, elle nous doit tous les 4 ans, depuis 40 ans maintenant, quelque chose comme ça, un journal qui s'appelle La Bougie du sapeur, qu'il ne faut pas rater parce que c'est amusant. Et cette année, ça sera le numéro 10. Eh bien, bravo à l'équipe de La Bougie du sapeur, c'est amusant. Et puis, bravo à Jules César d'avoir inventé les années bissextiles. Alors, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui
Pascal Cauchy. Pascal Cauchy est professeur d'histoire à Sciences Po. C'est un spécialiste d'histoire contemporaine. Il a notamment rédigé une histoire de la 4e République. Il s'est intéressé aussi beaucoup, il a travaillé sur place, il s'est intéressé beaucoup à la Russie, à l'histoire du communisme soviétique, et il vient de publier aux éditions Vendémiaire un ouvrage intitulé « Les 6 miliciens de Grenoble ». C'est un ouvrage qui se penche sur ce qu'a été l'épuration dans la région dauphinoise. C'est un ouvrage dont je n'hésite pas à dire qu'il m'est apparu tout à fait remarquable, parce qu'au-delà de l'événement, du récit lui-même, il y a la mise en scène en arrière, si vous voulez, de tout le cadre général de la période, cette période de l'été 1944, au cours de laquelle l'épuration sauvage et un début d'épuration politique, administrative, judiciaire, en fait, se sont combinés. C'est un ouvrage, et il faut le signaler aussi, sur un sujet qui est a priori un sujet sensible, qui porte facilement à des simplifications, voire à des caricatures, dans un sens ou dans l'autre, quand il s'agit d'interpréter cette période. C'est un ouvrage remarquable pour son impartialité, pour la qualité du travail documentaire qui a été réalisé, au point que l'on souhaiterait avoir sur d'autres régions, sur d'autres cas, des travaux comparables. Ça nous permettrait d'avancer de manière toujours plus approfondie, de manière solide, sur cette période tout à fait sombre de notre histoire, qui va de pair avec la période heureuse de la libération, mais le versant sombre des choses, c'est bien sûr l'épuration. Alors, 6 miliciens de Grenoble. D'abord, Pascal Cauchy, vous avez été retenu par cette question, par ce sujet. Dans quelles circonstances, dans quelles conditions? Pourquoi vous intéressez à cet aspect particulier, à cet épisode particulier? Eh bien, c'est à l'origine un travail en archives aux archives départementales de l'Isère qui m'ont conduite à ouvrir un dossier. Et il y a maintenant un peu plus de 10 ans, j'ai trouvé dans ce dossier qui sortait des archives préfectorales quelques feuillets d'un magazine américain, Life, qui présentait un épisode que je méconnaissais complètement, l'exécution publique de 6 jeunes miliciens le 2 septembre 1944. Et j'avais laissé de côté ce petit dossier, je l'avais mentionné dans un petit carnet, et il y a quelques années maintenant, j'ai eu l'idée d'en savoir un peu plus. Qu'est-ce qui s'était réellement passé? Quelle était finalement reconstituer les faits, reconstituer l'événement, et à partir de là, essayer de comprendre quels sont les acteurs. Qu'est-ce que c'est qu'une exécution publique? C'est quand même assez rare, avec toute une foule autour. C'est ce que montrent les clichés du journaliste et du photographe américain. Et partant de là, j'ai un peu opéré ce que font quelques explorateurs, c'est-à-dire un peu une sorte de carotte glaciaire dans la guerre, dans le moment de l'épuration que vous évoquiez, et reconstituer petit à petit l'événement, comment on est arrivé là, qui sont ces jeunes, qui sont aussi ceux qui sont du peloton d'exécution, pourquoi y a-t-il une foule, et que s'est-il passé dans cette région, finalement, qui a connu une guerre particulièrement violente, un épisode de guerre particulièrement violent, au cours de l'année 1943-1944. Oui, 1944, quelques semaines plus tôt, c'est la fin, par exemple, du maquis du Vercors. Tout à fait. Au début de 1944, alors là nous sommes plus au nord, en Savoie, c'est l'histoire du maquis des Glières. Par exemple. Alors, ces 6 miliciens de Grenoble, ils sont à l'évidence moins connus que ceux du Grand Bornand. C'est un autre épisode également de la période où il y a une exécution massive de miliciens en Savoie. Alors, ils sont indirectement connus parce qu'il y a une photo, surtout, qui est la photo d'ailleurs qui est sur la couverture de votre livre, une photo qui a beaucoup frappé le journaliste américain qui est à l'origine du reportage que vous évoquiez, et une photo qui résume un petit peu, souvent, ce qu'a été l'épuration de 1944. Mais il ne faut pas s'en tenir justement à cette photo, parce que le cas de ces miliciens, il est effectivement
tout à fait particulier, hein, et ça c'est tout le mérite de votre enquête, de votre investigation, de votre livre, c'est d'avoir mis en lumière le contexte général, je l'ai dit, et la manière dont on est arrivé à cette exécution, avec notamment ce qui est tout à fait intéressant et bien mis en lumière dans votre ouvrage, les négociations même qui apparaissent entre les nouvelles autorités issues de la résistance et la milice dans cette affaire. Parce que au bout du compte, les 6 miliciens en question qui sont exécutés, vous allez avoir l'occasion de le préciser, ce sont de pauvres garçons très jeunes qui, à l'évidence, n'ont pas commis de crimes particuliers, dont certains n'étaient même pas en armes au sein de la milice parce que trop jeunes. Hein. Mais de manière générale, si vous voulez, avant d'arriver à cette exécution de septembre 1944, comment se présente la situation dans le Dauphiné, dans cette région de Grenoble, au cours de l'occupation? Est-ce on peut discerner une évolution des forces politiques, de l'opinion publique, des mouvements de résistance, leur apparition, leur développement, pendant toute la séquence qui va de 40 à 44? Alors tout à fait, parce que les Alpes, et en particulier le Dauphiné, ont une situation tout à fait singulière dans l'histoire de la guerre. Je crois que c'est aussi un des éléments qui m'ont intéressé pour travailler sur cette région. Il faut bien comprendre que le Dauphiné, Grenoble, ne connaît l'occupation qu'en 1942, comme toute la zone sud, c'est-à-dire après le débarquement allié en Afrique du Nord. Pendant la première partie, c'est donc une ville qui entre dans le royaume de Bourges, qu'on appelait aussi le régime de Vichy, reçoit la visite du maréchal, avec une particularité aussi, c'est que Grenoble a un sentiment d'impunité, un double sentiment d'impunité, parce que ce sont les seules victoires pratiquement de 1940. C'est ça, la bataille des Alpes. Et le fameux goulet de Vorep, de l'autre côté, qui arrête la dernière offensive allemande vers les vallées alpines. Donc il y a une sorte de sentiment d'impunité, un sentiment, disons, de s'en être plutôt bien sorti par rapport au reste de la France qui connaît une occupation. Alors, Grenoble connaît son lot de réfugiés, et la ville, l'Isère, le Dauphiné, rentre dans un maréchalisme assez classique de la zone sud. C'est l'époque des 40 millions de pétainistes évoqués par Henri Amouroux. Tout à fait. Et là-dessus, l'ensemble des autorités se mettent au diapason, quelle que soit d'ailleurs leur couleur politique. Au demeurant, les communistes, eux, mais ça date avant, bien entendu, le 1940, les communistes, le Parti communiste ont interdit. Interdit par le gouvernement Daladier. Daladier, absolument, ils sont emprisonnés à cette époque-là. Mais voilà, Grenoble, d'une façon générale, et le Dauphiné s'installent dans le nouveau régime et accueillent la Révolution nationale. Avec bienveillance, parfois avec une petite commisération pour certains, mais dans l'ensemble, il n'y a pas de refus absolu du régime de Vichy. Les choses vont progressivement changer, évidemment, au cours de l'année 1942. Et là, c'est la guerre, bien sûr, l'évolution politique de la France, le retour de Pierre Laval vont commencer à crisper les choses. Et Grenoble, zone refuge également, a accueilli bien des réfugiés de zone nord, également un certain nombre de proscrits. Et c'est un lieu où aussi il y a beaucoup de travail, puisqu'il y a aussi un tissu industriel très important, et ce qui permet à ces réfugiés aussi, tout simplement, de survivre économiquement. Et dans toute cette population, on voit commencer à naître un certain nombre de réseaux qui s'organisent et qui deviennent tout à fait efficaces en matière de transmission d'informations, de constitution de liens entre le Nord et le Sud. La frontière suisse n'est pas si éloignée, et puis après tout, les côtes méditerranéennes sont encore accessibles au moins jusqu'en novembre 1942. Les choses vont changer en 1942, mais encore une fois, pour les Dauphinais, les choses sont encore singulières. C'est les Italiens. Ce sont les Italiens. C'est une occupation italienne, alors que l'on présente souvent comme une occupation douce. Je crois qu'il faut quand même faire attention. D'abord, novembre 1942, ce sont les suspensions des conditions d'armistice. Avec une première conséquence, c'est que l'armée d'armistice, qui est très présente à Grenoble, dans les casernes grenobloises et dans les environs, va être dissoute. L'occupation italienne, c'est aussi des premiers coups contre les tout premiers maquis, qui étaient déjà un peu en voie d'organisation, appelons-les de réfractaires. Le service du travail obligatoire est déjà va se mettre vite en place. Et cette occupation, sans parler de la police politique, la présence d'une communauté italienne, dont certains ont fait montre d'une certaine sympathie pour les soldats de Mussolini, bref, sans parler de l'humiliation.
la population se sent humiliée par cette occupation qu'elle considère ne pas avoir méritée. Donc l'occupation italienne est évidemment, si on compare avec la suite, beaucoup plus douce, mais elle n'en demeure pas moins une occupation étrangère, la première pour le Dauphiné d'ailleurs depuis 1814. Septembre 1943, donc événement extérieur à la région, l'Italie quitte la guerre, ou plus exactement, Mussolini a été arrêté, libéré par les SS de Scorzeni, et c'est l'armistice, Victor Emmanuel III, Badoglio, signe l'armistice avec les Alliés. Immédiatement, les troupes allemandes entrent dans la zone italienne et Grenoble se trouve occupée début septembre 1943 par les troupes du général Pflaum. Évidemment, ce ne sont pas tout à fait des troupes d'élite, puisque l'essentiel des troupes allemandes sont occupées sont à l'est. Néanmoins, ces troupes, ce sont souvent des troupes de montagne, viennent également des troupes de supplétifs qui viennent du Caucase. Hein. On retrouvera quelques bataillons tchétchènes ou caucasiens dans la région. Et ils feront parler d'eux de façon très brutale. Mais la donne change. Avec les Allemands, nous sommes dans le cas d'une occupation militaire, mais très vite plus, puisque un mois plus tard, ou à la fin du mois de septembre, arrivent, à la suite de l'entrée de la Wehrmacht, les services de sécurité du Reich, c'est-à-dire ce qu'on appelle plus généralement la Gestapo, l'ESD. Et eux arrivent avec une autre mission qu'une simple occupation militaire, le mot n'est peut-être pas heureux. Une autre mission, c'est la traque des Juifs, la traque des communistes et surtout la traque des partisans, dont on voit très bien que les Alpes peuvent constituer un vrai foyer de résistance, au même titre que ce qui se passe par exemple en Yougoslavie. Il faut bien penser que les Allemands ont une vue européenne aussi de la lutte des partisans et considèrent que les Alpes, dans un dispositif général où la Méditerranée n'est pas totalement absente, confère le débarquement interallié en Afrique du Nord, les offensives venant d'Égypte, les Alpes peuvent constituer un point stratégique tout à fait important. Et l'arrivée de la police allemande, même si ce ne sont pas des gens très nombreux, on parlera éventuellement des supplétifs français, comme on les appelle, ou on les a appelés, va en quelque sorte, comme pour reprendre une expression à la mode, brutaliser un peu plus davantage la région. Et en 1943, fin 1943, Grenoble rentre dans la guerre. Novembre, tous les réseaux d'ailleurs, ça va être très vite, novembre 1943, c'est ce que plus tard on appellera la Saint-Barthélemy de Grenoble, tous les réseaux de résistance, à l'exception du réseau communiste, seront décapités, puisque les chefs en seront arrêtés et pour certains d'entre eux assassinés. Alors, dans ce contexte nouveau, c'est là que l'on va voir apparaître le rôle de la milice. Alors, cette milice, d'où sort-elle? Comment présenter cette organisation? C'était un des problèmes auxquels je me suis confronté, parce que c'est vrai que travailler sur la milice, d'abord, ce n'est pas simple, ne serait-ce que par je dirais, l'ombre portée tellement négative de l'image de la milice, et d'autre part, essayer de le définir comme un objet politique, puisque c'est quand même, ma démarche comme une démarche d'histoire politique, l'affaire non plus n'est pas évidente. On peut trouver des qualificatifs, police supplétive, enfin, on trouve énormément il y a tout un vocabulaire assez convenu finalement pour définir la milice. Donc la chose n'était pas si simple d'essayer de définir. Disons d'abord, la milice, c'est une initiative personnelle de Joseph Darlan. C'est une initiative personnelle qui se greffe sur un mouvement, ce n'est pas un parti politique, qui est la Légion. La Légion, qui a pour but de promouvoir, depuis la dissolution des partis politiques et la réunion de tous les groupes d'anciens combattants, pour but de promouvoir les grands thèmes de la Révolution nationale. Ce n'est pas un parti unique, mais c'est quand même c'est le mouvement qui doit conduire le régime de Vichy vers un ordre nouveau qui lui appartient. Et à l'intérieur de cela, de ce mouvement qui organise des manifestations, publie régulièrement dans des revues, intervient à la radio, organise des œuvres sociales, à l'intérieur de cela se crée, à l'initiative de Joseph Darlan, dans les Alpes-Maritimes particulièrement et en Savoie, et c'est important je crois, un mouvement de service d'ordre, comme peut en avoir n'importe quel mouvement un peu démonstratif, et ce mouvement, ce service d'ordre légionnaire, SOL, va être le point de départ d'un projet plus conséquent, à savoir la création d'une milice française, c'est-à-dire une force qui n'est pas encore armée, mais une force qui hésite entre le maintien de l'ordre et le mouvement politique,
sachant que sa promotion va être due essentiellement à Pierre Laval. C'est Pierre Laval qui, au début de l'année 1943, porte sur les fonds baptismaux cette milice française sous son autorité pour non pas en faire un parti politique, mais aussi dans un jeu très compliqué, comme dont Laval avait souvent le secret, qui était aussi de maintenir à distance d'autres mouvements qui pouvaient lui être concurrents et qui étaient beaucoup plus radicaux. Les ultras dont parlait le journaliste Alfred Fabrelus, notamment le PPF de Jacques Doriot, sans parler du mouvement de DA, le RNP, qui était plutôt en zone nord. Alors vous avez évoqué les Alpes-Maritimes et la Savoie, où justement le SOL va recruter de très nombreux militants. Mais ça, c'est parce qu'il y a une réaction patriotique là, dans ces régions-là, parce qu'on craint une volonté d'annexion italienne. Alors, il est certain qu'on ne peut pas totalement ignorer les idées irrédentistes de Mussolini, des Italiens. D'abord, ils n'en ont pas fait mystère. La Savoie, c'est le berceau des rois d'Italie, des ancêtres, la dynastie des Savoies qui règne sur l'Italie. Nice, Nizza, bien entendu, le comté de Nice, Patrick Garibaldi, qui était rattaché à la France sous Napoléon III. Et alors peut-être d'une manière plus générale, il est certain que les Alpes jusqu'à la vallée du Rhône pourraient devenir italiennes, mais quoi qu'il en soit, la Savoie et Nice, la Corse bien entendu, doivent faire partie un jour de la nation italienne. Et il faut savoir que la menace, alors c'est toujours pareil, est-elle réelle, est-elle supposée, est-ce que les Allemands auraient accepté, peu importe. En 1942-1943, il y a quand même l'idée que l'Europe est en train d'être remembrée. Et d'ailleurs, elle est remembrée depuis 1937, toujours au profit de l'Axe. Les frontières nous avons l'impression de frontières fixes. En réalité, les frontières sont très mouvantes, à commencer par l'Alsace-Moselle, qui ont été rattachées manu militari au Reich. Comme le Luxembourg a été privé de son indépendance. Donc, à Nice, comme dans les deux départements savoyards, il peut y avoir effectivement cette crainte que si on ne reste pas très attaché au gouvernement du maréchal Pétain, on peut se voir tout d'un coup, non pas rayer de la carte, mais tout simplement changer de drapeau. Alors, est-ce que c'est un moteur, est-ce que cela permet cet afflux considérable au SOL plus tard à la milice dans ces trois départements? On ne peut pas vraiment le dire, nous n'avons pas une étude d'opinion aussi détaillée, mais en tout cas, c'est certainement un facteur qui a compté. Et ce n'est pas un hasard si les effectifs que nous possédons sur ces trois départements font partie des effectifs les plus élevés du SOL plus tard de la milice. Les plus élevés de la milice. Alors cette milice, elle va fonder donc en début de 1943. Progressivement, ce qui n'est qu'un mouvement au départ va devenir une force armée. Pour contribuer au maintien de l'ordre, elle va se trouver de ce fait aux côtés des forces d'occupation dans un certain nombre de situations, et notamment dans la région alpine autour de Grenoble. C'est comme ça que va commencer à se nouer le drame qui est la matière initiale de votre livre, c'est-à-dire l'exécution de ces 6 jeunes gens en septembre 1944. Tout à fait. Alors, il se passe quelque chose effectivement durant l'année fin 42-43, c'est d'abord la suppression de l'armée d'armistice fait que nous avons affaire à une zone qui se trouve en l'occurrence non pas sans ordre, mais en grande partie désarmée. La gendarmerie va progressivement être dépossédée de ses armes, et ses effectifs d'ailleurs sont en diminution, sans parler du problème lié au ravitaillement en essence et autres. Donc la couverture traditionnelle du territoire par les forces de maintien de l'ordre classiques vont se réduire comme peau de chagrin et laisser la place à l'autorité allemande. Et là-dessus, Darnan et la milice ont une partition à jouer. Une partition à jouer qui est de dire, nous pouvons, compte tenu de l'augmentation notamment des attentats de résistance contre les voies de chemin de fer, les pylônes, les attaques de mairie, etc., pour avoir des tickets de rationnement, plus des attaques tout à fait spectaculaires. La région grenobloise fait partie des régions les plus où l'action résistante est très vite la plus spectaculaire. Plus active, oui. Très vite, Darnan d'ailleurs va donner un gage qui ne sera pas connu. Il va s'engager dans la Waffen-SS. Et c'est le gage qui va permettre, à un moment donné, à la milice de recevoir des armes. Parce qu'au début, la milice n'est pas armée. Mais elle va recevoir des armes, et à la fin de l'année 43, donc, à ce moment-là, la milice, et au moment où les Allemands rentrent dans Grenoble, la milice va très vite, en quelques semaines, se retrouver confrontée à l'action résistante. Et
le premier grand moment, ce sera non pas en Dauphiné mais en Savoie, au mois de mars 1944, l'affaire des Glières. L'affaire des Glières, oui. Où la milice participe au bouclave du plateau des Glières, qui aboutira à la fin du maquis de Tom Morel. Tout à fait, avec en plus cette idée notamment de la part de Laval, et bien entendu appuyée par Darnan, que toute opération de police doit être confiée en priorité alors à la gendarmerie, comme dans le Long, a participé à l'opération, mais aussi à la milice comme supplétif de la gendarmerie de l'époque. Oui. Et alors, ces miliciens, ils vont être aussi des cibles pour la résistance. Il y a une montée de la violence dans les deux camps, oui. Tout au long des mois de 1944, avec des attentats spectaculaires comme celui de Voiron, où toute une famille de miliciens est assassinée, y compris une petite fille de 3 ans, ce qui va être évidemment mis en avant par la propagande du gouvernement de Vichy. On pense notamment au discours de Philippe Henriot, qui est devenu secrétaire général à l'information, je crois, au début de 1944. Alors tout à fait, c'est-à-dire que la milice, par vocation, est démonstrative. Elle est démonstrative et très vite, les différentes organisations de résistance vont considérer que cela va devenir l'ennemi principal. C'est une manière de toucher indirectement Vichy. On ne touche pas, d'ailleurs, tous les mouvements de résistance n'attaquent pas directement Pétain et son gouvernement, mais parce que la milice n'est pas un organe d'État, ça reste une association avec statut d'association, avec un règlement qui n'est pas fixé par la loi, et en quelque sorte cette illégitimité, au sens où nous sommes à côté de la loi, va permettre de focaliser sur un ennemi qui est à la fois en quelque sorte le symbole de la collaboration, collaborateur, qu'on écrit parfois encore avec un K à l'époque, et en même temps un représentatif indirect du gouvernement de Vichy. Et les attaques contre les sièges de la milice, les sièges régionaux de la milice se multiplient contre les personnes, c'est d'autant plus simple que souvent ce sont des gens désarmés, encore qu'il faudrait relativiser cela parce qu'on s'aperçoit qu'à l'époque il y a beaucoup d'armes personnelles qui circulent. La population n'est pas si désarmée que cela, même s'il a fallu rendre notamment les fusils de chasse à la gendarmerie. Et fin 43, début 44, la chose est entendue, surtout avec l'affaire des Glières. À partir de ce moment-là, résistance et milice et les halos d'autres mouvements collaborateurs qui commencent à intégrer aussi la milice, notamment le PPF qui a compris tout l'intérêt qu'il y avait, vont constituer véritablement deux camps tout à fait identifiés et identifiables. Et alors, dans ce contexte général, alors, comment présenter le parcours, l'histoire des 6 jeunes qui font la matière initiale de votre livre? Alors, il se trouve que ces 6 jeunes garçons, jeunes parce que le plus jeune avait 18 ans, le plus âgé de mémoire devait avoir 23 ans, 24 ans, nous avons quand même quelques éléments dans les archives du département de l'Isère, notamment quelques papiers qui résument la très rapide procédure qui les a conduits au peloton d'exécution. Donc nous avons quelques éléments qui ont permis de remonter d'autant plus l'épisode parce que également dans ces archives nous avons des choses tout à fait intéressantes, des documents très intéressants, les comptes rendus des réunions clandestines du comité de libération nationale, comité de libération départementale, qui se réunit dans le Vercors et qui discute de ces miliciens qui ont été capturés au début du mois de juin 1944. Alors, très rapidement, il existe un maquis particulièrement actif, celui du capitaine Stéphane, très actif depuis près de 6 mois dans la région, qui est très connu pour ses coups de force, Stéphane Étienne Poitou, qui est un Sassyrien, qui constitue une petite équipe particulièrement active. Il se trouve par le hasard, 2 de ces hommes ont été arrêtés pour port d'armes par la milice. Bien. Ces 2 hommes sont conduits, alors pas à la milice, parce que là aussi il faudrait faire une distinction, il y a la milice à Grenoble, à Voiron, qui sont des groupes d'ailleurs qui sont réputés pratiquement hors sol, puisqu'ils sont quasiment indépendants, ils se comportent comme presque chefs de bande, les gens de Grenoble, mais il y a l'école du Riage. L'école du Riage, c'est un cas un peu particulier, la milice est dotée d'une école, d'une sorte de préparation militaire et idéologique. Et ce sont ces 2 jeunes maquisards ont été faits prisonniers par l'équipe du Riage. Et
juste après le débarquement de Normandie qui vient d'être annoncé, le capitaine Stéphane décide une opération un peu spectaculaire et peut-être avec l'idée d'avoir des prisonniers et éventuellement d'organiser des échanges. Ça, je n'en ai pas la preuve, ce n'est dans aucun document. Mais toujours est-il qu'il fallait un événement spectaculaire, il fallait marquer ce débarquement en Normandie, et le groupe Stéphane attaque l'école d'Uriage, faisant plusieurs prisonniers, tuant au passage d'ailleurs un ou deux chefs de la milice du château. Il y aura une seconde attaque un peu plus tard. Au total, 12 miliciens seront capturés par la compagnie Stéphane. Et à partir de là, et ça c'est la chose un peu inattendue d'une certaine façon, il y a eu des tractations. Ou plus exactement, il y a eu des tractations, le mot est un peu grand, il y a eu des rencontres pour des échanges de prisonniers. D'abord parce que la milice elle-même va prendre des otages à Saint-Martin-d'Uriage, puis ensuite à Grenoble. Mais ça ne va pas de soi. C'est-à-dire dans une résistance qui c'est déjà très structurée, qui commence déjà à obéir à des ordres et à des directives, qui commence déjà à devenir une sorte de pouvoir de substitution, qui sera ce pouvoir de la libération, l'initiative d'un Stéphane ne peut pas forcément être laissée indifférent les autorités de la résistance. Et c'est là que j'ai découvert que cette affaire des miliciens capturés va donner lieu à de véritables affrontements à l'état-major de la résistance, aussi bien en Dauphiné que même au-delà. Alger est informé. Et je me suis aperçu également qu'il va y avoir très vite un clivage entre, disons, pour faire vite, les communistes et les autres mouvements de résistance. Les autres mouvements de résistance qui sont souvent des mouvements plus habitués à la logique militaire. 90% d'entre eux les cadres sont des officiers de réserve, ils ont fait les deux guerres, etc. Ils connaissent l'ordre militaire, ils sont dans des logiques qui ne sont peut-être moins politique, pour dire simplement les choses, que le Parti communiste, qui est déjà dans une logique insurrectionnelle. Et la logique insurrectionnelle, évidemment, ne s'embarrasse pas de procédure. La milice, c'est l'ennemi, il faut immédiatement exécuter l'ennemi. Autre élément, si une partie de la résistance commence à négocier avec des miliciens, pour quelque motif que ce soit, quid de la suite? Est-ce qu'on n'imaginerait pas, comme ça se passera d'ailleurs dans d'autres pays européens, je pense à la Grèce, je pense à la Yougoslavie, même ailleurs, à des retournements d'alliance, c'est-à-dire, on n'a aucune vision des choses à l'époque, on les a de façon très limitée, c'est bien normal. Qu'est-ce qui se passerait si, par exemple, ces 12 miliciens rejoignaient complètement, en tant que militaires, la compagnie Stéphane, ce que d'ailleurs, à un moment donné, laisse envisager certains membres de la compagnie ou les miliciens. Et c'est leur vœu même. Et c'est leur vœu. Ils formulent ce vœu-là pour continuer la lutte contre les Allemands. Contre les Allemands. Ce qui montre bien les ambiguïtés de l'époque. Tout à fait. Tout à fait. On a l'information que l'on en a à telle ou telle date, telle époque. Il faut bien comprendre que si on suit le parcours individuel de tous ces gens, on a des informations limitées, on essaie de juger, d'appréhender des choses graves à l'aune des connaissances politiques que l'on peut avoir en fonction de ce que l'on peut entendre, etc. Oui. Et alors, il ne nous reste plus qu'une minute. Je crois que ce qui est intéressant aussi dans cet épisode, c'est que on a affaire à une épuration qui se veut déjà judiciaire et administrative dans ce cas. Ce n'est pas l'épuration sauvage que nous avons ailleurs. La preuve, ce que vous montrez bien, c'est que tous les accusés ne sont pas condamnés à mort. Non. Et là, il y a un homme important dans l'affaire, c'est le préfet. Le préfet Régnier, très grand résistant, chef de la résistance, qui va tenir tête aux ultras de la résistance et qui, va démarrer dans des conditions, on peut imaginer, de tension extrême, de pression extrême, va tenir bon et faire en sorte que un tribunal, une cour martiale se réunissent et surtout donne un jugement différencié là où les ultras de l'épuration voulaient exécuter tout le monde, évidemment. Merci beaucoup Pascal Cauchy pour ces éclaircissements sur cette période compliquée, sur cette période sombre qui marque la fin de la Seconde Guerre mondiale ou la fin de l'occupation. Donc je rappelle le titre de votre livre, donc Pascal Cauchy, Les 6 miliciens de Grenoble, publié aux éditions Vendémiaire.